l'Europe est en crise. Elle est en crise économique, en crise financière, et dans une sorte de stagnation, elle est en menace de déclassement. Au fond, il y a des pays dans le monde dont la croissance reste très forte. Il y a les États-Unis qui sont dans une situation difficile, mais qui en même temps ont une base extrêmement solide. Et puis, il y a les pays européens dont la croissance reste très molle. Et le risque pour l'Europe, c'est de se retrouver dans une sorte de deuxième division. Un grand pays, des grands pays développés, mais pas tout à fait les leaders de la croissance mondiale ou les leaders du monde de demain. Et avec le vieillissement, tout cela peut se tasser très sérieusement. Il y a aussi une crise politique en Europe. Il y a eu une incapacité de réaction tout à fait manifeste de la Commission européenne, qui pour moi est présidée de manière assez lamentable par M. Barroso, qui est un libéral à l'ancienne dans un monde qui appelle de la régulation. Il n'y a pas eu de plan de relance européen. Et puis, il y a cette Europe qui est immobilisée par les choix qui ont été faits de ses leaders. Le traité de Lisbonne est un traité qui n'est pas simplifié, qui est un traité compliqué, mais au moins on pouvait attendre des identifications fortes de l'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement, à commencer par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, ont choisi des identifiants faibles. Et donc si on a une situation compliquée, des identifiants faibles, pas de politique économique solide, et plus d'initiatives politiques costauds, à ce moment-là, on a une Europe qui petit à petit s'immobilise. Et tout ça dans un contexte qu'il faut rappeler, qui est d'une Europe qui est dominée par les conservateurs comme jamais, 21 gouvernements sur 27, la Commission au diapason, un Parlement européen conservateur, et des forces de gauche qui peinent pour le moment à bâtir ce qui est nécessaire, selon moi, le programme commun de la gauche européenne. Heureusement, l'Europe est là pour rappeler qu'elle n'est pas uniquement un espace marchand, qu'elle n'est pas uniquement un ensemble de règles, mais qu'elle est aussi un modèle culturel, un modèle de société et un modèle de valeurs. Et de ce point de vue-là, je trouve exemplaire la discussion qui a eu lieu entre la France de Nicolas Sarkozy, avec ses politiques de stigmatisation, ses politiques de discrimination, pour des fondements qui sont des fondements en réalité ethniques, et la réaction de la Commission européenne. Cette réaction a peut-être été maladroite à tel ou tel moment, mais peu importe au fond. Ce qui était majeur dans ce conflit, c'est qu'on a pu rappeler à un pays, en l'occurrence la France, je regrette que ce soit le mien, mais ça vaudrait pour d'autres, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, texte proclamé à Biarritz, signé à ce moment-là, qui maintenant a une force juridique, une valeur juridique contraignante de par le traité de Lisbonne, que cette charte est un texte qui s'applique à tous, et que oui, en Europe, il faut respecter ces valeurs, que oui, personne ne peut être discriminé en fonction de son sexe, en fonction de sa race, en fonction de son origine ethnique, en fonction de ses préférences politiques, en fonction de ses préférences sexuelles, bref, que nous sommes un espace attaché à l'égalité. Et j'ai noté que, quelle que soit l'arrogance sarkozienne, eh bien, cette pression européenne avait permis de faire reculer le gouvernement et que la circulaire du 5 août, signée par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, mais qui est toujours là, ce qui prouve bien qu'en réalité c'était Hortefeux, l'auteur direct de tout ça, cette circulaire a été retirée. Et la France, d'ailleurs, devra mettre ces textes en conformité. Attention, cette procédure n'est pas achevée, elle se poursuit, on n'est plus dans le conflit chaud qui s'est produit début septembre entre la France et l'Union européenne, parce qu'au fond, la France a compris qu'elle devait tenir compte des autres. Raison de plus pour éviter de frimer, pour éviter de rouler sa caisse, raison de plus pour éviter de prendre des mesures contestables. Le plus simple, franchement, c'est de se concerter et c'est de garder dans l'idée que Européens nous sommes, Européens nous resterons, et ça veut dire l'attachement à des valeurs. Je suis de ceux qui pensent que l'Europe n'est pas un club chrétien. Je suis de ceux qui croient que nous avons un intérêt géopolitique majeur à ce que la Turquie s'arrime à des valeurs européennes. Alors, c'est pas pour demain, c'est très compliqué, c'est une adhésion qui pose 1000 difficultés. Et je suis le dernier à dire, voilà, maintenant, il faut que la Turquie adhère demain matin. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de dire, un jour, nous aurons besoin d'une Turquie européenne plutôt qu'une Turquie qui dérive vers l'islamisme radical. Je préfère une Turquie qui adhère à l'Union qu'une Turquie qui sympathise avec Ahmadinejad. Nous avons plus que jamais besoin de l'Europe. Ce n'est pas parce que l'Europe est en crise, ce n'est pas parce que la France est à droite, ce n'est pas parce que l'Europe est dominée par les conservateurs, c'est pas parce qu'il y a des difficultés européennes objectives qu'il faut que nous soyons fermés par rapport au sujet européen ou que nous cachions la poussière sous le tapis. Faisons claquer haut et fort le drapeau de l'Europe. Et moi je souhaite que, comme c'est dit dans notre convention internationale, nous reprenions l'idée d'une Europe qui soit réorientée sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan écologique, qui puisse porter des politiques communes, nouvelles, comme la politique de l'énergie. Jacques Delors en a déjà parlé, ça me paraît quelque chose de très fort. Mais je ne souhaite pas seulement que nous ayons l'Europe des projets. Je voudrais aussi que nous ayons un projet pour l'Europe. Et ce projet pour l'Europe, pour moi, c'est toujours le même.
même s'il faut l'actualiser au goût du jour, c'est l'Europe politique, c'est l'Europe économique, c'est l'Europe sociale, c'est l'Europe unie, c'est l'Europe fédérale comme perspective lointaine. Moi, j'ai envie que nous soyons, nous, généreux, que nous considérions que ceux qui nous ont rejoints hier, les pays d'Europe centrale et orientale, ce sont nos frères, même si ça s'est fait dans des conditions difficiles, que la France européenne, avec la gauche, soit présente partout dans l'Europe, à 27, et pas seulement avec tel ou tel. Je souhaite que nous soyons accueillants, accueillants avec les Balkans, accueillants avec la Turquie. Pas pour dire la Turquie entrant demain matin, mais nous avons intérêt à avoir une Turquie européenne. Nous ne sommes pas favorables à un club chrétien. Je souhaite que nous reprenions aussi le flambeau d'une Europe politique, c'est-à-dire d'une Europe qui habite ses institutions, qui soit capable de faire des propositions, qui soit capable d'avoir une commission qui reprend les initiatives de régulation, un Conseil européen qui porte la voix de l'Europe, un ministre des Affaires étrangères qui s'efforce de construire une politique unie. Moi, je souhaite tout cela et j'ajoute que ça repose évidemment, et comme toujours, sur une proximité retrouvée avec l'Allemagne qui s'est perdue avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Je souhaite une union franco-allemande. Bref, je reste un militant de cette Europe-là et je souhaite que les socialistes portent haut ce drapeau. En 2012, la France donnera peut-être le signal d'un redémarrage de la gauche européenne. Mais la gauche européenne, c'est pas uniquement les autres gauches qui nous suivent, ça n'a jamais été le cas. C'est travailler ensemble à des programmes, à des initiatives, à des idées communes. Et je ne perds pas de vue le fait qu'il y a une échéance centrale pour la composition de la Commission européenne et aussi pour l'équilibre des forces en Europe, ce sont les élections européennes de 2014. Ça viendra assez vite. Reprenons l'idée d'une plateforme commune, progressiste des Européens.